Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un nouvel épisode de Guide du ciel spécial consacré justement à la nuit des étoiles qui a lieu dans différents clubs de France partout ce week-end, vendredi soir et samedi soir en particulier. Un épisode consacré également à l'observation des Perséides 2021 et également à l'observation des planètes, puisqu'à l'exception de Mercure, toutes les planètes seront observables en début de nuit et Uranus un petit peu plus tard. Bref, énormément de choses à observer, quel que soit votre niveau, que vous soyez néophyte, déjà débutant, pratiquant, voire confirmé. Mais un guide du ciel qui va vous donner un petit peu tous les événements au-dessus de nos têtes, aussi une petite reconnaissance des constellations. Et l'objectif, c'est de vous orienter vers différents épisodes sur la chaîne aussi pour justement pouvoir aller creuser tel ou tel domaine. Il y a des astronomes amateurs qui s'intéressent à l'observation et la photo de la Lune, l'observation et la photo du ciel profond, des planètes, voire même du Soleil avec des instruments adaptés. Bref, autant de diversité de pratiques vraiment pour tous les goûts. Donc l'objectif de ma chaîne, si vous ne la connaissez pas, et vous êtes bien sûr les bienvenus et invités à vous abonner, c'est de vous donner les clés d'entrée pour tous ces domaines de pratique à travers voilà, pas mal de playlists en fait, thématiques qui vous aideront. Et il y a beaucoup de choses à faire aussi avec tout simplement un smartphone ou un petit appareil photo réflexe sur un pied fixe. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. Donc énormément de choses à voir cette semaine et donc ce guide du ciel est là pour vous y aider. Donc on commence maintenant sur la chaîne Astro. Alors pour préparer nos soirées d'observation, déjà la première chose à vous dire, c'est qu'il y a une playlist dédiée à la préparation des soirées astro et ça passe en particulier pour vous préparer vous au niveau vestimentaire, préparer votre matériel et déjà commencer par identifier un petit peu ce qu'il va y avoir dans le ciel. Donc cet épisode viendra pour vous aider et dans quelques jours à peine, a priori peut-être dimanche matin, je vous sortirai un épisode sur un logiciel qui s'appelle Sky Safari que vous pouvez donc télécharger sur votre smartphone, donc ça coûte quelques euros, mais très sincèrement l'investissement en vaut la chandelle, et un logiciel donc Sky Safari qui vous permet de voir le ciel vraiment tel qu'il est au-dessus de votre tête en temps réel et vous aider à distinguer telle étoile, telle planète, etc. et tout ce qu'il y a à voir actuellement. Donc c'est vraiment un logiciel super sympa et vous aurez ça sur la chaîne. Donc pour commencer à préparer une soirée d'observation, la première chose à repérer, c'est le coucher du soleil et surtout l'heure du crépuscule nautique qui correspond finalement à la visibilité des constellations. Ah, bah, il y a le chien qui vient me voir. La visibilité des constellations et donc à partir de ce moment-là, bien évidemment, commencer à se repérer dans le ciel. Donc cette semaine, finalement, le crépuscule nautique qui correspond à un soleil à 12 degrés en dessous de l'horizon, à 22h43 ce vendredi 6, 22h28 vendredi 13. Au fur et à mesure, en fait, la nuit tombe de plus en plus tôt. Bon, ça reste, voilà, 22h43, c'est quand même pas hyper tôt, mais bon, il y a moyen de pouvoir déjà passer une bonne soirée barbecue avant et ensuite d'aller observer des étoiles. Et jusqu'à 5h12, vous allez pouvoir observer des étoiles sans problème, bien sûr. Vous pouvez même attaquer 10 minutes avant. 22h30, vous pouvez déjà observer sans aucune difficulté et au fur et à mesure des jours de la semaine, et vous voyez, ça va être d'un peu plus tôt. On va repérer également les phases de la Lune. Vous voyez qu'on va sur la nouvelle Lune qui aura lieu le dimanche 8, donc la Lune ne sera absolument pas gênante pour observer les étoiles et en particulier les étoiles filantes. Et au fur et à mesure, on ira progressivement vers le premier quartier où là, la Lune sera levée au moment du coucher du soleil et commencera à devenir un petit peu gênante. On va donc s'intéresser à une observation du ciel profond, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en dehors de notre système solaire, donc des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles, etc. Mais également, on peut faire de l'observation planétaire. En revanche, avec une présence de la Lune très lumineuse, et bien là, c'est beaucoup plus difficile de faire du ciel profond. Donc voilà, c'est juste un petit peu ce repérage. Et vous allez pouvoir admirer également la Voie lactée qui est toujours très sympa à observer, tout simplement dans un transat. La Station spatiale internationale, vous le savez, gravite à 430 km d'altitude au-dessus de nos têtes et est visible à l'œil nu très brillante, plus brillante même que la plus brillante des étoiles, et elle passe silencieusement, sans clignoter, à peu près comme un avion de ligne en haute altitude. Donc elle est impressionnante à voir, mais là cette semaine elle est uniquement sur des passages de jour, donc vous ne pourrez pas la voir. Néanmoins, voilà, je vous donne simplement les horaires là à peu près pour Paris, mais néanmoins vous avez la possibilité pour ceux qui pratiquent déjà l'observation du soleil avec un filtre adapté
sur leur instrument. Là, très clairement, attention, l'observation du soleil est extrêmement dangereuse parce que la puissance lumineuse est monstrueuse et vous brûlerez la rétine immédiatement si vous l'observez sans ces filtres adaptés. Mais avec ISS Transit Finder, vous avez peut-être la possibilité et l'opportunité d'avoir un passage de la Station Spatiale Internationale devant, finalement, devant le Soleil, pas très loin de chez vous. Donc ce site permet de trouver ça. Donc là, par exemple, un exemple, j'ai pris un point au hasard dans la France, hein, un exemple, et ça nous donnera la trajectoire. Et donc si vous êtes sur cette trajectoire-là, si vous vous placez au bon endroit, vous aurez peut-être la possibilité, tiens, Blois, moi je serai juste à côté, peut-être par là, à ce moment-là. Peut-être que dimanche 8 au matin, s'il fait beau, enfin non, au matin, là apparemment ce serait, si je me trompe pas, 8, 15, 16, ouais, alors là j'ai pas très bien compris l'heure, non, le 15 août, voilà, 15 août 2021, aux alentours de 16h17, il y aura une possibilité de transit. Donc si j'ai la possibilité, j'essaierai d'en profiter. Vous avez, pour ceux qui photographient l'ISS, vous avez toute une playlist sur ma chaîne. Bien évidemment, là actuellement, c'est pas tout à fait le moment, puisque là on est sur des passages de jour. Nous allons avoir quand même quelques événements cette semaine. La pleine lune, on a la nouvelle lune, pardon, le 8, et nous allons avoir donc les premiers détails lunaires observables, Gutenberg et Goclenius, le jeudi 12 et le vendredi 13, Théophilus, Sirius, Catharina, Sabine et Molke, avec la grande crête. Donc ça c'est des détails sympas, et puis ensuite on va aller voir après ça tout à l'heure. Donc voilà l'évolution un petit peu des phases de la lune au fur et à mesure des jours de la semaine, et vous voyez que Gutenberg et Goclenius vont être observables les 12 et 13, et puis surtout on va aller sur Théophilus, Cyrillus et Catharina ici, entre Sabine et Molke, la zone d'atterrissage d'Apollo 11 ici, et la grande crête observable d'ici. Donc ce sont des choses qui sont observables déjà, à commencer par simplement une paire de jumelles, mais bien évidemment un petit télescope et même un télescope pour enfants peut vous permettre de faire des observations de ces zones-là. Vous avez donc toute une série d'épisodes avec une playlist photographier la Lune qui vous donnera toutes les clés d'entrée pour pouvoir photographier la Lune. Le gros risque et le gros défaut en réalité, on craint, la Lune est très lumineuse et on a tendance à vouloir faire un temps de pause quand on a un télescope non motorisé beaucoup trop court. En réalité, il y a quand même une marge à calculer et tout ça c'est expliqué dans mon épisode, le premier de la liste. Et ensuite, comment faire des traitements de photos lunaires. Et il y aura bientôt des épisodes qui vont arriver sur le sujet. Vous avez les épisodes de Laurent Oumar sur la chaîne Astronomie à la lunette, qui nous décrit justement ces différentes zones. Donc vous avez l'épisode justement entre Sabine et Molke, etc. Vous avez pas mal d'épisodes hyper intéressants sur sa chaîne. Vous avez le lien dans la description. Concernant les planètes, vous allez voir qu'on a quand même quelques planètes qui sont visibles, d'autres qui le sont moins. Donc Mercure, vous allez voir, c'est pas le moment. Mars est très très petite, c'est difficile également, vous allez comprendre pourquoi. Et puis ensuite par contre, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont observables. Donc pour illustrer ça, je peux vous proposer une vue en 3D avec la Terre au premier plan, ici, le Soleil, Mercure à sa gauche, mais encore très très proche du Soleil bien évidemment, Mars qui est assez lointaine et Vénus qui est sur la gauche également. Donc ça va correspondre finalement à la succession de planètes visibles à la nuit tombée, donc sur la gauche du Soleil. Voilà ce que ça donne sur une vue finalement en plongée verticale de notre système solaire. Vous pouvez voir que Mercure la semaine dernière était plutôt ici, ce qu'on appelle la conjonction supérieure, donc de l'autre côté du Soleil, bien sûr inobservable. Mars, comme vous pouvez le voir, est quand même très très lointaine de nous. Et comme on tourne plus vite qu'elle, plus on est proche du Soleil, plus on tourne vite en fait en vitesse angulaire, et bien Mars sera bientôt en conjonction supérieure et là invisible non plus. Mais vous voyez qu'elle est très très distante, donc c'est pour ça qu'elle est toute petite. Et Vénus se trouve ici, donc là on va commencer progressivement à aller avec une Vénus qui va nous rattraper, qui va nous montrer progressivement un quartier de Vénus entre guillemets. Concernant les planètes supérieures cette fois, alors là on va se retourner, on va regarder derrière nous, la Terre en premier plan. Vous avez Saturne qui a passé son opposition la semaine dernière, on avait un alignement Soleil-Terre-Saturne. Jupiter, ce sera pour la semaine prochaine. Vous avez Pluton ici, mais bien évidemment Pluton n'est pas véritablement observable, là c'est particulier quand même. Vous avez Neptune à gauche et vous avez Uranus encore plus. Et donc si on regarde en vue du dessus, vous pouvez vous apercevoir que les distances relatives de ces planètes ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui explique pourquoi par exemple Uranus et Neptune, qui sont déjà plus petites que Jupiter et Saturne, elles sont tellement nettement plus loin qu'elles sont toutes petites observées. Et puis Pluton, n'en parlons pas, Pluton fait la taille de la Lune, donc elle est vraiment extrêmement lointaine. Donc concrètement, voilà comment ça va se passer
sur une vue cette fois d'un observateur terrestre avec le coucher du soleil. Alors là on est à 21h30, hein, d'accord, on a encore la lueur de la lumière du soleil. Mercure extrêmement basse, trop proche du soleil, ne sera pas observable. Par contre Mars sera observable ici et Vénus, vous voyez. Donc en fait Vénus concrètement est à 11 degrés au-dessus de l'horizon, plein ouest, au moment du coucher du soleil. 11 degrés, c'est pas très loin, hein, 11 degrés c'est ça comme hauteur. Hein. Ensuite, vous avez effectivement Mars, donc qui sera observable, mais plus basse, 5,8 degrés, donc ça fait à peu près ça de hauteur, même pas, et moins lumineuse clairement que Vénus. Concernant Jupiter, vous pourrez la voir cette fois entre l'est et le sud-est, pas très haute en fait, donc à 22h30, cette fois c'est le crépuscule nautique, hein. Là on commence à voir les constellations, elle est très lumineuse, donc il n'y a pas trop de difficulté pour la confondre. Mais par contre très basse et elle va monter progressivement. Donc 23h30, elle sera déjà beaucoup plus haute, minuit bon, encore plus haute également. Vous avez ensuite Saturne à sa droite qui sera au sud-est, plus haute là, vous voyez 12 degrés de hauteur. Vous avez Uranus, cette fois observable à 1h30 du matin à peu près, donc entre l'est et le nord-est, et à une dizaine de degrés de hauteur, puis va monter au fur et à mesure. Vous avez Neptune, alors cette fois à 23h30 vous pouvez déjà observer Neptune, mais 8 degrés de hauteur. Alors toutes les planètes que nous avons vues avant sont des planètes observables à l'œil nu. Neptune par contre s'observe avec au minimum une paire de jumelles, une bonne paire de jumelles, 50 mm de diamètre à peu près, ou un petit télescope. Même un télescope pour enfants c'est faisable pour peu qu'on arrive à la trouver. C'est pourquoi le logiciel Sky Safari dont nous allons parler dans le prochain épisode justement vous y aidera justement, parce que là vous aurez vraiment des informations assez détaillées de luminosité des étoiles et tout ça, vous verrez dans l'épisode. Enfin Pluton n'est pas observable en tant que tel avec un télescope amateur, sauf exception de télescopes de très gros diamètre en haute altitude. Là clairement en fait Pluton on ira plutôt faire de la photo, c'est faisable pour peu qu'on ait un très bon ciel également. Et vous avez donc la configuration un peu de toutes les planètes là que vous allez retrouver. Donc Mercure qui va aller vers une élongation est en fait, donc à l'est du Soleil. Vénus c'est pareil, Mars se rapproche de plus en plus du Soleil. Vous avez Saturne qui a passé son opposition, Jupiter qui va aller bientôt vers son opposition. Voilà un petit peu la configuration des planètes réellement visibles à l'œil nu. Donc nous avons d'autres événements à considérer, des petites conjonctions là, Lune, Mars et puis Vénus. Vous avez un astéroïde pour ceux qui aiment ça, et vous avez surtout les Perséides. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que le lundi 9 au soir, vous avez la Lune, mais qui sera clairement trop proche du Soleil pour être visible et avoir un croissant réellement facile à discerner. C'est pas impossible, hein. Ce sera plutôt le 10, où là, mardi 10, vous avez un beau rapprochement entre Mars, la Lune et Vénus, photographiable avec un smartphone ou avec un objectif un petit peu grand angle, ça peut être sympa comme photo. Et enfin, vous avez le 11, là, la Lune qui sera pas très lointaine de Vénus. Notre astéroïde, donc 349 Dembowska, là c'est vraiment pour les passionnés. Vous voyez qu'il n'est pas très haut en hauteur, on est à 13 degrés de hauteur, surtout en dessous de Jupiter et Saturne, c'est pas très lumineux. C'est vraiment ça pour ceux qui aiment, hein, clairement. Et puis voilà une petite vue rapprochée. Un astéroïde, bah, vous faites des photos à 24 heures ou 48 heures d'intervalle. Là vous avez les intervalles justement au fur et à mesure des jours. Et en fait, on fait la comparaison entre deux photos. C'est le meilleur moyen de retrouver un astéroïde. Les fameuses étoiles filantes, les météoroïdes comme on dit, donc tant qu'ils ne sont pas tombés sur la Terre, on ne parle pas de météorites. Météorite, c'est vraiment quand c'est tombé sur la Terre et qu'on a retrouvé la pierre finalement. Donc les météoroïdes, des étoiles filantes, là en l'occurrence il s'agit des Perséides, c'est l'essaim le plus dense observable avec au moins 120 étoiles filantes observables par heure. Ce nombre augmente au fur et à mesure que le radian, qui est le point apparent d'origine, est plus haut. Donc à 23h30, vous voyez donc le moment du crépuscule nautique, on visera vers le nord un petit peu un est, mais vraiment proche du nord. Et en fait, elles vont filer vers le sud. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous mettre allongé sur le dos, la tête côté nord, et de les regarder comme ça voler vers le sud. L'autre possibilité, c'est effectivement de vous orienter vers le nord, cette fois de regarder vers le nord et de pouvoir les voir partir comme ça. Mais celles qui seront vraiment sur les côtés, à l'est, à l'ouest, etc., vous aurez peut-être plus de mal à les voir. Donc
C'est à double tranchant, mais globalement, elles sont beaucoup plus faciles à voir quand elles sont proches du zénith. Et plus tard dans la nuit, vous voyez, aux alentours de 4h30, vous voyez que finalement, le point d'origine, le radian, est beaucoup plus haut. Donc là, l'essaim sera beaucoup plus intense. Vous avez un épisode sur la chaîne Comment observer les étoiles filantes qui est générique, en fonction de tous les essaims d'étoiles filantes, parce qu'on en traverse à peu près 300 dans l'année. Ils sont plus ou moins denses et les Perséides, c'est clairement le plus dense. Il correspond donc au passage dans l'ancienne trajectoire d'une comète, tout simplement. Donc ce sont des poussières de comètes qui rentrent donc dans notre atmosphère. Vous pouvez bien sûr les photographier avec un appareil photo numérique et un objectif grand angle, tout simplement en le braquant vers le ciel, grand angle, l'ouverture maximum et des pauses de 30 secondes en rafale. Et de temps en temps, vous en aurez qui passeront dans le champ. Faites très attention quand même à ne pas les confondre avec des passages d'avion ou à des passages de satellites. Donc là aussi, ça peut être intéressant de regarder en parallèle pour repérer vraiment les différents passages. Mais ça peut être voilà, un beau spectacle en tout cas. Et l'objectif, il faut qu'il ait l'ouverture la plus grande possible. Alors Jupiter, vous allez pouvoir l'observer avec une paire de jumelles ou un instrument amateur, même un instrument pour débutants. À partir du moment où l'instrument aura un diamètre un petit peu plus conséquent, par exemple un 115-900 ou plus, vous allez pouvoir observer les deux bandes principales que vous voyez là et éventuellement sa grande tache rouge. Donc vendredi 6 à 23h30, on sera sur une fin de grande tache rouge. Il faudra mieux l'attaquer un peu plus tôt, mais vous voyez qu'on n'est pas très haut, 14 degrés de hauteur, hein, mais on pourra commencer à l'observer. Samedi 7. Dimanche 8, on aura un beau passage de grande tache rouge. Lundi 9, pas de grande tache rouge. Une grande tache rouge le mardi 10. On continue comme ça. Et le vendredi 13, vous avez aussi un passage de grande tache rouge observable. Vous avez mes épisodes justement avec toute une playlist sur les observations des planètes, avec des conseils techniques, en particulier les problématiques pour avoir une observation optimale. Et puis ensuite des épisodes consacrés à chacune des planètes. Néanmoins, je n'ai pas encore sorti celui de Vénus, ça viendra. Et vous avez des épisodes sur la photographie planétaire avec tous les conseils de matériel à acheter et puis ensuite tout un tutoriel également pour le traitement. C'est celui-là qui vous montre vraiment comment réaliser un traitement de photo planétaire. Alors concernant maintenant l'observation du ciel profond, voici la configuration un petit peu des constellations. Vous pouvez reconnaître ici le Bouvier, la Vierge, le Lion maintenant, vraiment le soleil est en train de rentrer progressivement dans la constellation du Lion. Notez qu'on est en août, hein, et on est encore plus ou moins dans le Cancer, donc il y a quand même le décalage avec l'astrologie. Voilà, vous pouvez reconnaître la Grande Ourse ici, donc au nord-ouest, et donc ces constellations là, à partir du Lion, toutes ces constellations là, j'ai plein d'épisodes à vous proposer consacrés à chacune de ces constellations. Et au fur et à mesure de la nuit, des jours de la semaine, ça évolue un tout petit peu. En plein sud, vous allez reconnaître le serpent, Ophiuchus le serpentaire, le scorpion, la balance, Hercule. Tout ça, c'est des épisodes que je vous ai consacrés individuellement. Et puis là, maintenant, toutes les constellations clairement d'été avec la Voie lactée qui se trouve ici, magnifique à observer, et le fameux triangle d'été avec Vega de la Lyre, avec Deneb de la constellation du Cygne et Altaïr de la constellation de l'Aigle. Donc un triangle très caractéristique. Et au fur et à mesure de la semaine, vous voyez que cette situation évolue encore un petit peu. On notera justement que vous avez pas mal d'épisodes sur la chaîne, notamment 4 épisodes saisonniers, les constellations d'automne, d'été, du printemps et de l'hiver. Donc tous ces épisodes, et bien là vous allez pouvoir vous intéresser à celui d'automne et celui de l'été, parce que ça va vous montrer la partie droite, la partie ouest pour celui d'automne, et la partie d'été, ce sera la partie est, donc de la voûte céleste. 2 épisodes quand même, certes assez longs, mais assez immersifs, que vous pouvez regarder comme une balade et simplement une découverte, et en même temps comme un apprentissage des constellations. Ce sont des épisodes qui sont basés sur des panoramas à 360 degrés que j'ai réalisés et qui vous montrent finalement toutes ces constellations telles que vous allez pouvoir les voir à l'œil nu sous un bon ciel. Et vous avez à côté l'application Sky Safari qui vous montre les formes. Donc c'est assez intéressant de faire ce jeu de gymnastique de reconnaissance des étoiles entre un logiciel et un ciel réel, et c'est l'intérêt de ces épisodes. Un peu plus tard dans la nuit, 2h30 du matin, vous allez voir que nous avons déjà les constellations justement d'automne, avec Andromède, avec les Poissons, avec Pégase, avec Cassiopée, et puis les constellations d'hiver avec déjà le Taureau et le Cocher et Persée qui se pointent. Donc là, vous allez sur les épisodes correspondants pour apprendre à découvrir ces différents objets. Vous avez déjà l'amas des Pléiades observable à 2h30 du matin, alors que c'est une constellation que l'on indique comme étant une constellation d'hiver. Donc en fait, il y a aussi un décalage en fonction des heures dans la nuit.
Donc il y a vraiment énormément de choses à observer. Vous avez mes épisodes sur l'apprentissage de l'astrophotographie, avec les 3 premiers épisodes en particulier sur toute la question des prises de vue, pour bien vous aider. Attention, je déconseille formellement, et c'est pour ça que vous avez le 3e épisode sur l'écran à flat, je déconseille l'utilisation du t-shirt blanc avec une lampe, parce que le risque avec une lampe frontale, c'est que comme il y a des clignotements extrêmement rapides sur la lampe frontale, vous aurez des lignes verticales qui vont apparaître après ça derrière. Et donc ça, c'est tout un tutoriel, une série de tutoriels pour vous expliquer et vous aider à vous lancer dans l'astrophotographie du ciel profond. Il y a en fait 71 vidéos dans cette playlist, et vous allez avoir des vidéos sur le traitement, et je vais pas tarder à vous sortir aussi des vidéos justement pour apprendre le traitement des photos du ciel profond. Tout ça, ce sera intégralement gratuit, vous aurez tout dans chacun de mes épisodes. Je sais qu'ils sont un petit peu longs, un peu complexes, mais ils sont exhaustifs pour tout vous donner. Je ne vais pas vous faire des épisodes simple et incomplet pour ensuite vous renvoyer vers d'autres épisodes plus complets, voire même des formations payantes. Là, vous avez véritablement tout, et vous n'avez pas besoin d'aller sur des formations payantes, puisque là, vous avez véritablement tout. Elles vous apprendront rien, ces formations payantes. Et vous avez les constellations en un an. Là, c'est donc mes épisodes sur toute la partie vraiment ouest des constellations, globalement des constellations du printemps. Vous avez d'autres phénomènes observables dans la voûte céleste au fur et à mesure des nuits. Vous pouvez avoir des novas, c'est-à-dire des collisions d'étoiles ou une absorption de matière d'une étoile par une autre, généralement une géante rouge qui est absorbée par une naine blanche. Donc ça forme une nova, une très puissante émission de lumière, parce qu'il y a une très forte élévation de température. Ça peut être observable justement avec des petits télescopes, voire quasiment à l'œil nu, comme celle qu'il y a eu là dans Hercule. Donc je vous donne juste les coordonnées pour ceux qui veulent s'intéresser à ces phénomènes. C'est pas spectaculaire, hein, c'est juste un point, mais c'est intéressant à noter. Vous avez des novas extragalactiques en dehors de notre Voie lactée, mais quelquefois suffisamment lumineuses pour être photographiées. Là, on est quand même sur des magnitudes, donc la magnitude, ça caractérise la luminosité d'un astre. Plus le chiffre est élevé, moins c'est brillant. Donc la magnitude 17, c'est très très difficile, même en photo. Vous avez des supernovas. Là, la supernova, c'est l'explosion d'une étoile supermassive. Et là, vous avez toute une liste ici. Donc, on est sur des objets. Certains sont observables avec des télescopes de très gros diamètre. D'autres, bien évidemment, là, ce sera plutôt en photo. Donc, à noter plutôt pour les astrophotographes. Ce qui est amusant, c'est de photographier au moment de la supernova. On ne peut pas les prévenir, donc on fait une photo au moment de la supernova, et un an après on y revient, on refait une photo et on fait une comparaison avant-après qui peut être assez amusante. Et vous avez également des comètes. Là, cette fois, des comètes sont dans notre système solaire, bien sûr, beaucoup plus proches. Par contre, les comètes actuellement sont peu lumineuses, magnitude 10,3, 10,8. C'est plutôt observable avec déjà des gros télescopes de 200 mm de diamètre minimum. Et ce ne sera pas spectaculaire. Donc très sincèrement, ce n'est pas la bonne saison par rapport à l'année dernière avec la comète Neowise qui avait été spectaculaire. On termine avec l'observation du Soleil. L'observation du Soleil, je le rappelle, se fait avec des télescopes spécifiques, soit un filtre de pleine ouverture, soit carrément des instruments spécifiques et dédiés à l'observation du Soleil. On peut y voir des taches solaires qui sont des preuves d'activité, des zones d'activité. Les taches solaires se matérialiseront sous la forme de petits points noirs et généralement entourés de zones un peu plus claires autour. Là, on n'est pas sur une intense activité actuellement. Là, il y a une petite zone d'activité ici, mais vous voyez, elle n'a même pas été numérotée, puisqu'il y a des numérotations officielles qui sont données aux zones d'activité. Et enfin, vous pouvez avoir une estimation des zones d'activité, cette fois de l'ordre donc des protubérances et des éjections de matière. Ce n'est pas observable avec un instrument conventionnel avec un fil de pleine ouverture. Là, on est sur une filtration bien plus particulière qu'on appelle de l'hydrogène H-alpha. On observe en fait le Soleil par rapport à son activité en hydrogène. Il faut des instruments réellement spécifiques, et vous avez d'ailleurs cet épisode de présentation du projet S, puisque j'ai pour projet de faire un télescope de ce type, et là vous aurez toutes les voilà, c'est des choses que nous allons pouvoir observer ensemble dans les prochains jours. Par exemple lors de live, mais vous aurez aussi des lives d'observation planétaire, des lives d'observation lunaire, en fonction des opportunités. En tout cas, vous aurez des notifications de live sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne,
bien sûr abonnez-vous, soyez les bienvenus. N'ayez pas peur d'être un petit peu largué par le vocabulaire et lors des lives, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà un petit peu tout ce qu'il y a à observer dans les jours à venir, même une simple paire de jumelles, si possible placée sur un trépied photo avec une griffe de support, ça existe, ça se trouve sur Amazon ou autre, pour vous permettre d'avoir un peu de stabilité. Mais il y a beaucoup de choses à voir, c'est ce que je vous souhaite, des belles observations. Déjà rien que la Voie lactée depuis un transat, moi je trouve ça magique, donc je vous souhaite des belles soirées d'observation et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Donc très bientôt, ce sera ce week-end, dimanche matin, un guide complet sur l'observation, sur l'utilisation du logiciel Sky Safari. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.